Bonjour à tous et bienvenue dans ce texte, donc le texte 7 du bac oral de français. Donc je vais commencer, donc c'est un texte sur la suite un petit peu de La Bruyère avec un autre portrait. Cette fois-ci on est avec le portrait de Théodecte. Et donc je vais continuer comme d'habitude à faire le texte 7 avec la méthodologie du baccalauréat de français, au niveau de l'oral, pour l'oral. Et on va voir comment La Bruyère, encore une fois, peint un autre portrait en y apportant une autre morale. Donc je vais commencer. Les caractères de La Bruyère sont une pièce du genre de la littérature d'idées créée en 1688 par Jean de La Bruyère, qui est un moraliste analysant le comportement de ses riverains, de ses contemporains, avec un regard un peu hautain, un peu omniscient. C'est-à-dire qu'il analyse les portraits dans tous les sens, de tout type de personnes, donc essentiellement des portraits moraux, mais aussi des portraits parfois physiques, donc la manière dont une personne va s'habiller, va porter des vêtements, quel type de vêtements, comment elle va se tenir, la manière dont elle va parler, la manière dont elle a un rapport à l'argent, etc., etc. Donc après, on pourrait constater que généralement, par rapport à une œuvre, les introductions restent les mêmes. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai présenté les trois textes de l'œuvre du menteur de Pierre Corneille, là, le deuxième texte que je suis en train de présenter sur les caractères de la bruyère, puis ensuite le troisième, donc le texte 8, puis après les trois textes sur l'œuvre, le roman, donc La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, puis pour la poésie, je dévoile, c'est Les cahiers de doigts d'Arthur Rimbaud. Les introductions généralement sont les mêmes, parce que à chaque fois, je suis obligé de redire du coup le titre de l'œuvre, l'année de création, parler un peu de la vie de l'auteur et de quoi ça parle l'œuvre de manière générale. Après, ce qui va diversifier, comme je l'avais déjà dit dans d'autres textes, enfin dans d'autres audios précédents, c'est justement le résumé du texte, le résumé de l'extrait qui va changer. Donc voilà, et pour en revenir à l'introduction, il y a toujours voilà, cette idée d'analyse de la société et d'y ajout d'une morale, hein. Voilà, et il y a toujours ces idées d'honnête homme, donc voilà, donc de faire en sorte que les personnes passent d'un caractère avec des défauts à un caractère positif, donc c'est-à-dire un caractère d'honnête homme où ça vise à porter le bien communautaire, bien social, bien humanitaire, on va dire, entre guillemets. Donc un bien qui règne, une bonne vie en communauté, une bonne vie sociale, une bonne vie nationale, etc. Enfin, une bonne vie humaine, on va dire, entre les gens. Puis il y a toujours cette idée du placere et docere, qui est répété, donc qui est essentiellement utilisé au théâtre, mais dans tous les autres extraits, dans la littérature d'idées, il y a vraiment là cette idée à chaque fois, la première partie, qui sert à plaire, à divertir par le côté comique, par la présentation de la scène, puis ensuite la morale, donc le docere, le côté instructif. Autant pour corriger les mœurs de la société, enfin pour corriger un portrait, d'un point de vue précis, puis la société de l'époque, hein, la société, d'un point de vue global, peu importe le rang social, enfin tous les rangs sociaux confondus. Puis enfin, le lecteur-spectateur au passage, hein. En soi, il y a des caractères, comme je l'avais dit dans le texte précédent, qui peuvent s'appliquer à notre époque et par lesquels on peut se ressembler, on peut on peut sentir voilà, imprégné un petit peu, enfin, on peut sentir que ces portraits dressés par la Bruyère nous correspondent, on peut s'identifier à travers ces portraits. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que la Bruyère est écrit, donc évidemment, donc au début c'est dans un placard de carrière, donc pour au début plaire et instruire, enfin plaire, divertir, etc. par le côté comique, par cette comédie sociale, mais aussi il vise à instruire et surtout cette instruction, enfin cette morale qu'il offre à la fin du texte vise à réagir. Enfin selon lui, il a envie de partager son œuvre de manière à que ça fasse réagir, que les gens réagissent, en sens se rendre compte un petit peu des défauts de caractère et ceux qui s'identifient par tel ou tel caractère puissent se servir des corrections que propose la Bruyère pour se comporter en tant qu'honnête homme et bien se comporter, quoi. C'est surtout ça qu'il faut dire. Mais voilà, ce qui est important à noter, c'est que la Bruyère vise à faire réagir par son œuvre. Je vais maintenant procéder à la lecture. Encore une fois, la lecture complète, hein, donc comme les autres textes. Alors, je commence. J'entends Théodecte dans l'antichambre. Il grossit sa voix à mesure qu'il s'approche. Le voilà entrer. Il rit, il crie, il éclate. On bouge ses oreilles, c'est un tonnerre. Il n'est pas moins redoutable par les choses qu'il dit que par le ton dont il parle. Il ne s'apaise et ne revient de ce grand fracas que pour bredouiller des vanités et des sottises. Il a si peu d'égard au temps, aux personnes, aux bienséances, que chacun a son fait, sans qu'il ait eu l'intention de le lui donner. Il n'est pas encore assis qu'il a à son insu désobligé toute l'assemblée.
À ton servi, il se met le premier à table et dans la première place. Les femmes sont à sa droite et à sa gauche. Il mange, il boit, il compte, il plaisante, il interrompt tout à la fois. Il n'a nul discernement des personnes, ni du maître, ni des conviés. Il abuse de la folle déférence que l'on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Eutydème qui donne le repas? Il rappelle à soi toute l'autorité de la table, et il y a un moindre inconvénient à la lui laisser entière qu'à la lui disputer. Le vin et les viandes n'ajoutent rien à son caractère. Si l'on joue, il gagne au jeu. Il veut railler celui qui perd et il l'offense. Les rieurs sont pour lui. Il n'y a sorte de fatuité qu'on ne lui passe. Je cède enfin et je disparais, incapable de souffrir plus longtemps Théodecte et ceux qui le souffrent. Donc voilà pour la lecture du texte. La problématique que nous pouvons nous demander, c'est comment le portraitiste se fait-il moraliste? Donc autrement dit, comment La Bruyère, en dressant le portrait de Théodecte, apporte-t-il une morale? Voilà. Donc comment le portraitiste, qui est La Bruyère, donc en dressant le portrait, voilà, se fait-il moraliste? Apporte-t-il une morale? Corrige-t-il les défauts, les mœurs de ce caractère? Et par conséquent, on peut distinguer trois mouvements. Le premier des lignes 1 à 7, l'entrée en scène de Théodecte, un personnage bruyant et bavard. Donc toute l'entrée en scène, son arrivée qui ne passe pas inaperçue. Le deuxième mouvement des lignes 8 à 16, un convive qui s'impose à un public trop complaisant. Donc il s'impose, c'est la suite un petit peu de son entrée qui est d'autant plus, qui ne passe toujours pas inaperçue, qui est d'autant plus remarquable au niveau, enfin il se fait remarquer, hein, c'est pas remarquable dans le sens positif, hein, c'est vraiment péjoratif. Il se fait trop remarquer. Et on va voir, entre guillemets, pour être un peu familier, il prend un peu trop la confiance, et il est trop à l'aise, quoi, en société. Mais justement, il faudrait qu'il ait un peu de retenue et qu'il soit plus calme, on va dire, ou plus ouvert, en tout cas. Et puis surtout qu'il apprenne à se tenir, quoi, qu'il ait un peu de retenue, oui, voilà, qu'il soit, entre guillemets, plus calme, c'est un peu ce qu'on peut dire. Et enfin, le troisième et dernier mouvement, des lignes 16 à 17, donc lignes 16-17, les deux dernières lignes du texte, c'est la fin de la scène avec une chute du portrait et fuite du narrateur. Donc la scène se finit, le portrait chute, puisque il n'y a pas vraiment de morale, on va voir dans le texte. Hein, il va corriger un petit peu, il va mettre en valeur, d'un point de vue négatif, il va faire un peu le blâme de ce caractère, il va souligner les points négatifs de ce caractère, mais il fuit. Donc là, on va voir que le fait que le narrateur fuit, c'est quand même il y a des gros problèmes dans ce caractère, et c'est quand même un gros caractère, puisque la Bruyère n'apporte pas vraiment de morale. C'est ce qu'on va voir plus en détail juste après. Voilà pour le plan. Maintenant, je vais passer à la lecture linéaire. Donc, nous nous retrouvons dans la première partie, dans le premier mouvement, avec une mise en scène, donc une entrée en scène de Théodecte, donc assez bruyante, hein, comme on va le voir, assez remarquable. Il se laisse remarquer, il passe pas inaperçu. Mais cette entrée commence en 3 temps. Il y a tout d'abord les coulisses, en effet, par la phrase simple au présent indicatif écrite par La Bruyère. J'entends Théodecte de l'antichambre. Ça, c'est au niveau des coulisses. C'est-à-dire que déjà, avant son arrivée, il l'entend. Donc là, on est déjà dans les coulisses. Donc en fait, il n'est même pas encore là, on l'entend déjà. Donc il est déjà bruyant. Donc ça montre déjà ce caractère, il est déjà présenté en la première ligne. Ensuite, il y a l'amplification par le verbe grossir, suivi du nom commun voix. Il grossit sa voix et suivi de la proposition subordonnée relative qu'il approche à mesure qu'il approche. Donc déjà à distance, on l'entend bien goupillé, il est déjà bruyant. Et plus il se rapproche, plus on l'entend. Et donc, qu'est-ce que ça va être les spectateurs, en tant que spectateur, on peut se demander qu'est-ce que ça va être quand il va rentrer. Et ben on a la réponse à la ligne 2, avec le présentatif voilà, le voilà entré, 2 points. Il y a une gradation. Il rit, il crie, il éclate. C'est un tonnerre. Donc, il y a quand même une gradation. Il arrive, il rit, donc déjà il est assez bruyant. Ensuite il crie, donc c'est encore plus bruyant. Et ensuite il éclate, donc c'est presque comme un tonnerre. Donc un tonnerre c'est quand même puissant. Donc ça c'était les coulisses. La liaison avec le présent de narration, voilà, il grossit sa voix comme on l'avait vu. Donc ça c'est une liaison avec le présent de narration. Donc voilà. Et ensuite à la ligne 3, il y a là, nous pouvons retrouver la litote. Il n'est pas moins redoutable par les choses qu'il dit que par le ton dont il les parle. Donc la litote, c'est il n'est pas moins redoutable. Il n'est pas moins redoutable. Donc en fait, il n'y a pas plus redoutable que ça, quoi. C'est très redoutable. Autrement dit, si on dit dans le sens inverse, c'est pour ça que c'est une litote.
suivi des deux propositions subordonnées relatives qu'il dit et que par le ton dont il parle. Enfin, qu'il dit que par le ton dont il parle. Voilà, donc il y a plusieurs propositions subordonnées relatives à la suite qui déploient comment, en quoi en fait son caractère est très déplaisant, très, très gênant, on pourrait dire. Pour dire le plus simplement. Et ensuite, à la ligne 4-5, les noms communs fracas, suivi de l'infinitif bredouillé et des noms vanité, sottise. Ça exprime un petit peu la manière justement dont il s'exprime, la manière dont il parle, ça décrit comment il parle et ce qu'il raconte. Et donc là, on peut penser un petit peu déjà au caractère précédent, le caractère d'Assis, qui lui était plus paraissait comme un précieux ridicule, qui voulait donner de grandes phrases, qui voulait s'exprimer de manière très complexe pour qu'on croie qu'il est un grand intellectuel, qu'il a de l'esprit. Et en fait, la Bruyère le corrigeait en disant non, non, il faut être simple dans la vie, c'est comme ça qu'on croira que vous avez de l'esprit. Bah là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, il arrive, c'est pas le même sens, mais là, il arrive pour bredouiller des vanités et sottises. Donc là, c'est pas le même enjeu, mais il y a toujours cette idée un petit peu où il a du mal à vivre en société, Théodecte. Enfin, il sait pas se tenir, mais il a pas de côté, il a pas d'esprit, entre guillemets, il a pas de côté intellectuel. En effet, il arrive avec un grand fracas, donc grand fracas, c'est assez péjoratif, c'est-à-dire brouhaha, brouillard, c'est un peu pour dire, ouais, il arrive en faisant un grand boucan, quoi, un grand bruit, juste pour bredouiller, pour dire quoi? Pour essayer de bredouiller, donc dire approximativement des vanités, des sottises. Donc, il va essayer de dire des trucs, et les petites choses qu'il va dire, en fait, c'est quand même des vanités, des sottises. En fait, il va dire n'importe quoi. Donc, en clair, on pourrait se dire autant qu'il se taise, quoi. C'est entre guillemets ce qu'on pourrait dire. Donc, c'est dans cette phrase, il y a l'usage de la négation ne que. Et il ne s'apaise et ne, tatata, revient de ce grand fracas que pour bredouiller. Donc cette phrase, elle est exprimée par la négation ne que. Et en fait, la comparaison qu'on aurait pu faire avec Assis dans le portrait précédent, c'est qu'on a l'impression qu'on peut hypothéser, soumettre l'hypothèse, que Théodecte cherche à se faire remarquer, mais avec abondance en abondance. Il y a toujours cette idée d'excès, il est excessif, un peu comme Assis. Donc c'est pour ça que c'est des portraits qui se joignent. Hein. Et on est toujours dans cette idée de la conversation, ou toujours dans le livre 5, encore une fois en plus, où voilà, on a cette idée où Théodecte sûrement veut se faire remarquer en faisant plein de bruit et en essayant de faire des phrases approximativement, de bredouiller quelque chose, une espèce de petite phrase et tout. Et bredouiller des petites phrases, en fait, c'est que des sottises, c'est que des bêtises, c'est des vanités, quoi, comme c'est clairement énoncé par la Bruyère. Et ensuite, toujours à cette même ligne 5 et à la ligne 6, on peut constater, donc on peut remarquer les compléments du nom aux personnes, au temps, aux bienséances, qui se rapportent, donc c'est un complément du nom, enfin qui complète le nom égard. Et donc on constate qu'il a aucune gêne, il est vraiment sans gêne. On pourrait dire en fait qu'il est égoïste, il a si peu d'égard au temps, donc peu importe s'il parle pendant longtemps ou pas, et il s'en fiche, enfin, ça lui est égal. Peu importe aux personnes qui soient face à des bourgeois, à des nobles, à des prêtres ou à des paysans, et il n'a pas d'égard, c'est pour lui, c'est pareil. Et pareil, du bienséance, les manières de bien se tenir, etc., pareil, il n'y porte aucun intérêt. À la ligne 6, toujours, la proposition subordonnée relative que chacun a son fait, sans qu'il ait eu la suivi de la deuxième proposition subordonnée relative, qu'il ait eu l'intention de lui donner. Là, c'est le sommet, c'est-à-dire que tout d'abord, il arrive comme quelqu'un de bruyant, sans gêne, enfin, il arrive comme quelqu'un de bruyant, il se fait remarquer dans tous les sens, il passe vraiment pas du tout inaperçu. Après, il a pas de gêne, il est égoïste vis-à-vis du temps, des personnes, de la bienséance, tout ça, ça lui apporte, ça l'atteint pas, ça lui est égal, il porte aucun intérêt. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que chacun a son fait, ça veut dire chacun reçoit son lot de reproches. Donc en plus, il se permet d'effectuer des reproches aux gens, de les critiquer, alors que c'est lui le plus critiquable. Donc c'est quand même l'excès le plus haut, là c'est le sommet de son caractère, là, entre guillemets. La preuve, c'est que à la ligne 7, hein, on a la conséquence de son arrivée brutale, bruyante, de son manque de gêne, enfin de son manque d'éducation, son égoïsme et sa méchanceté, en fait, c'est une méchanceté de critiquer tout ça, voilà. Et ben il y a le participe passé désobligé suivi donc comme un assemblée, toute l'assemblée. Voilà, enfin, entre les deux du pronom, entre guillemets, numéral toute. Ça montre que juste avant qu'il soit assis, hein, il n'est pas encore assis, la négation n'est pas, donc il n'est point encore assis, qu'il a déjà à son insu désobligé toute l'assemblée. Donc il est à peine assis,
que comment dire, il a déjà exaspéré, il a déjà agacé toute l'Assemblée. Toute l'Assemblée est déjà très énervée de sa présence. Enfin, s'il n'était pas là, limite, les personnes seraient plus heureuses. Voilà, et donc en fait, ça souligne un peu l'inconvénience de sa présence. Néanmoins, on pourrait défendre Théodecte ou tous les personnages en disant que c'est leur caractère, mais il faut quand même avoir un minimum d'éducation. C'est pour ça que là, en tout cas, Théodecte paraît ici avoir un manque d'éducation ou des problèmes en société, ou voilà, mais en tout cas, il y a quand même un problème. Même plusieurs, parce que qu'il se fasse remarquer, déjà, c'est impoli. En plus, qu'il en rajoute une seconde dose, c'est qu'elle veut dire, en étant égoïste, puis en plus en critiquant, c'est vraiment le sommet. Il y a une gradation ascendante dans son caractère. Voilà pour la première partie, le premier mouvement. Maintenant, nous allons passer dans le deuxième mouvement. Voilà, donc là, c'est un peu la suite un petit peu de son caractère. Je redis la partie, hein, c'est un convive qui s'impose à un public trop complaisant. Donc voilà, on va voir comment. Maintenant, ça va être le moment de passer à table. Juste après, il va y avoir... Là, c'est un peu, on pourrait le dire, c'est le temps de la soirée. Là, il va y avoir le moment à table, puis un moment de jeu, juste après. On va le voir, à chaque fois, je vous introduis un peu. Et on va voir que son caractère se déploie encore, enfin ça continue. Donc, il y a à partir de la ligne 8, donc là on est donc à partir de la fin de la ligne 7, début ligne 8, on entre dans le second mouvement avec une sorte d'anaphore avec le mot premier. En effet, il est répété 2 fois, il se met le premier à table, donc c'est un peu, il prend le rôle du roi, quoi, le premier à table, et dans la première place. Et cette anaphore du mot premier est dans la première place. Donc en fait, on est en train de dire, il se prend pour un roi, quoi. Il arrive le premier, ça va être le premier servi. Comme on dit, premier arrivé, premier servi, c'est qu'à le dire. Premier arrivé, premier installé, c'est plutôt ça. Voilà, donc encore une fois, là, il est toujours égoïste. Hein. Et en plus, il y a le pronom possessif ça, l'a suivi. Les femmes sont à sa gauche, à sa droite et à sa gauche. Donc c'est le pronom possessif ça. Car dit qu'en plus c'est lui qui choisit. Donc d'abord il arrive, il choisit d'être le premier, enfin il arrive. Ensuite il peut choisir sa place, puis il peut choisir de qui il est entouré à gauche et de qui il est entouré à droite. Donc c'est vraiment très, enfin il se prend pour un roi, il est quand même très égoïste. Ensuite il y a une autre énumération un petit peu qui montre qu'il fait un peu tout en même temps et que c'est un peu, peut-être on pourrait dire excessif, exagéré. Je cite à la ligne 9. Il mange, il boit, il compte, il plaisante, il interrompt tout à la fois. Donc déjà, il fait tout en même temps. Et c'est une gradation, c'est un peu comme une gradation. Enfin, c'est une énumération, parce qu'on énumère des termes. Il mange, première action, il boit, deuxième action, il compte. Donc il parle en disant des vanités et des sottises, on peut supposer, ce qui est quasiment sûr. Il plaisante, donc en pouvant se moquer des autres et en faisant des reproches, ce qu'on peut supposer et qui est quasiment sûr. Et il interrompt tout à la fois. Donc en fait, il interrompt tout à la fois. Cette courte phrase simple, enfin cette phrase simple, indique qu'il fait tout en même temps et c'est le brouhaha pas possible. C'est un fracas, c'est un galimatcha, on pourrait dire. Voilà. Pour la petite référence au texte précédent. Et puis ça montre aussi que l'excès, hein, en effet, de l'excès dans l'énumération, puisque humainement, c'est pas possible en même temps de manger, en même temps de boire, en même temps de parler, parce qu'on sait que dans une éducation, normalement, il faudrait pas. Là, on est à table, il faut pas manger, il faut pas parler, il faut pas compter. Hein, donc compter dans le sens de parler, hein, pas compter, voilà, mathématiquement. C'est vraiment compter dans le sens raconter un conte, raconter, etc. Donc on peut pas parler, il est pas bien de parler la bouche pleine, c'est ça qu'elle veut dire, donc il peut pas en même temps manger, en même temps boire, c'est pas possible. Plus en même temps parler, puis ensuite rigoler, enfin, il peut pas tout faire en même temps. Humainement, c'est impossible, donc il y a un excès, il cherche peut-être à avoir l'admiration, à se mettre en valeur, voilà. Et toujours dans son manque d'éducation, puisqu'il a encore une fois aucun intérêt pour les personnes, maintenant il s'intéresse vraiment à personne. En effet, je cite à la ligne 10, il est dit qu'il n'a nul discernement des personnes, ni du maître, ni des conviés. On retrouve donc en ce sens deux fois la négation ni, qui est anaphorique, qui est répétée 2 fois, ni du maître, ni des conviés. Donc déjà, d'un point de vue global, il a aucun discernement des personnes, donc il est encore une fois égoïste et sans gêne. Et surtout, le plus important, ni du maître. Le maître est quand même censé être présidé, c'est le plus important, c'est le personnage le plus important entre guillemets à table. Et ben il annule certainement pour tout le monde, autant pour le maître et aussi des conviés, ceux qui sont invités. Donc c'est encore plus gênant, c'est le cas de le dire. On peut le dire dans un langage un peu familier, un peu quotidien. C'est gênant pour les invités. Les invités,
ils assistent à un repas auquel le mettent les invités. D'habitude, ça se trouve, ils sont très meilleurs amis. Et là, avec Théodecte, bah, ils vont se disputer, ils vont plus venir à des repas, hein, parce que s'ils se disent qu'à chaque fois Théodecte est invité, ils vont pas être heureux, hein. Et même la Bruyère confirme, hein, qu'il a nul discernement, qu'il est égoïste, qu'il a pas de gêne, hein. Par la phrase déclarative à la ligne très fin 10, il y a juste le pronom personnel il qui est à la ligne 10, mais sinon c'est ligne 11. Il abuse de la folle déférence que l'on a pour lui. Il en abuse. Le verbe conjugué au présent indicatif abuse. euh, Ça montre vraiment. Comment dire, ça déploie l'idée qu'il est égoïste et sans gêne, en plus il s'en fiche. Enfin, il y a vraiment cette idée aussi d'excès. Il y a un excès. Nous retrouvons ensuite à la ligne 13-14 une seconde litote. Je cite. Voilà. Pardon, ligne 12-13. Enfin, ouais, voilà, 12-13-14, dans ces eaux-là. Il y a un moindre inconvénient à la lui laisser entière qu'à la lui disputer. Parce qu'en fait, juste avant, on disait, il rappelle à soi toute l'autorité de la table. Donc, il essaye d'obtenir un petit peu toute l'attention de la table. Et il y a une litote exprimée par la Bruyère, il y a un moindre inconvénient à la lui laisser entière qu'à la lui disputer. Autrement dit, il vaut mieux lui laisser entière qu'à la lui disputer. Donc, il faut mieux lui laisser l'autorité à la table qui dirige que se disputer avec lui, quoi. Ça en vaut pas la peine. Et on va avoir la raison pourquoi. On va savoir pourquoi. Parce que, en fait, ce que va souligner la Bruyère, c'est qu'en fait, ce serait une perte de temps, justement, surtout une perte d'énergie, de se disputer avec Théodecte. Ce serait une perte d'énergie, en fait. Puis ensuite, on arrive au moment des jeux, donc après le repas, où Théodecte prend le rôle un petit peu d'un enfant gâté. En effet, donc il y a la condition si l'on joue, ligne 14, il gagne au jeu. Donc si l'on joue, il gagne au jeu. C'est-à-dire que forcément, il est obligé de gagner, sinon il est comme un enfant, quoi. S'il gagne pas, il va s'énerver, etc. C'est ce qu'on peut supposer. Donc c'est pour ça qu'il y a la condition si on joue, il gagne au jeu. C'est comme si c'était. C'est presque. En fait, dans ce texte, la Bruyère considère ça presque, on nous fait considérer ça presque comme un présent de vérité générale. Si l'on joue, il gagne au jeu. Quand on lit comme ça, en soi, ça va faire un peu comme un présent de vérité générale. C'est une évidence, si l'on joue, il gagne au jeu. Et ça souligne vraiment la complexité et le côté enfantin de son caractère. Et en plus de ça, donc il y a l'infinitif railler. Il veut railler celui qui perd et il l'offense. Donc les verbes offenser, les verbes perdre, railler sont un peu tournent autour du champ lexical, un petit peu de la méchanceté, l'idée de pas de l'ignorance, mais l'idée de renier un petit peu. Il se moque. Enfin, il veut déjà, si on joue au jeu, il doit gagner. Et en plus, ceux qui perdent, ils se moquent d'eux. Donc il y a toujours cette idée un peu d'égoïsme. En fait, ça, c'est quelque part de la méchanceté, hein. C'est comme quand on revient à la ligne 6, là, que chacun a son fait. Donc chacun reçoit son lot de reproches. Il critique tout le monde. En plus, là, celui qui perd, il se moque d'eux. Et en fait, c'est vraiment un caractère méchant. Ouais, on pourrait pas vraiment parler du terme de méchanceté, hein. Voilà, pour cette deuxième partie, on a eu le moment du repas et des jeux, donc la fin de la soirée. Donc on a eu toute la continuité du caractère de Théodecte qui est toujours aussi un peu enfantin, toujours aussi maladroit, enfin mal élevé, égoïste, égocentré, etc. Et la conséquence, c'est que en fait, son caractère, ça produit une méchanceté, son caractère devient méchant en fait. Peut-être qu'il ne le veut pas forcément, mais en tout cas, il est peut-être maladroit en société, mais en tout cas, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il est quand même méchant. Son caractère, en tout cas, est méchant. Peut-être pas forcément lui, mais son caractère, la manière dont il se comporte, ça devient méchant à la fin, c'est la conséquence. Voilà pour ce deuxième mouvement. Et maintenant, nous entrons dans le troisième et dernier mouvement. Donc, c'est toujours un petit peu dans le dernier mouvement où on parle souvent de la morale. Il y a souvent une partie de description du caractère qui constitue un ou deux mouvements. Ça dépend comment c'est découpé. Puis un deuxième mouvement ou un troisième, parfois dans ce cas-là, où c'est la morale, enfin la réaction finale, le bilan, on va dire, opéré par la Bruyère face au caractère qu'il étudie et qui nous fait étudier. Le troisième mouvement s'étudie donc des deux dernières lignes, ou des lignes 16 et 17, où il déclare par un présent indicatif « Je cède enfin et je disparais », suivi de l'infinitif souffrir, incapable de souffrir plus longtemps Théodecte et ceux qui le souffrent. Donc il y a toujours cette suite aussi donc,
enfin, comment dire, le pronom numéral plus suivi de l'adverbe longtemps. Donc ça indique, c'est un excès, encore une fois, on est toujours cette phase d'excès. Il ne peut plus souffrir longtemps, Théodecte. Ce que la bruyère veut dire par là, c'est que c'est trop, quoi. En fait, il est tellement égocentré, égoïste. Enfin, je vais pas redécrire à chaque fois ce caractère, mais il a tellement ces caractères négatifs que ça devient lourd. En fait, c'est une perte d'énergie, limite, de le contredire. La preuve, c'est qu'il dit je cède enfin, je disparais. C'est-à-dire maintenant, genre, ce qui veut dire de manière familière, enfin je le dis de manière familière justement, c'est j'en peux plus, je me casse quoi, en gros. Désolé, mais c'est un peu pour exprimer de manière simplement. Il cède, c'est trop, là, c'était le verre de trop, c'était stop. Et par conséquent, il disparaît. Et ça montre quand même, en conclusion, hein, un peu une chute du portrait, puisque, donc ça c'est la fin, et ça montre une chute, puisque là, ici, la Boya, il propose pas vraiment de morale. Là, il a vraiment analysé quasiment sur toute la longueur du texte le caractère, mais il n'a pas vraiment proposé de morale. La preuve étant que ce caractère était peut-être tellement puissant à supporter et à analyser qu'il cède et qu'il disparaît. Donc on peut quand même soulever quand même la part de la Bruyère un côté un peu lâche quand même. Il n'apporte pas de morale alors que c'est quand même son job, enfin c'est son métier d'apporter une morale et il l'apporte pas. Néanmoins, ça montre quand même la difficulté du caractère. Mais c'est pour ça que c'est assez particulier dans ce caractère. Et il souligne que c'est pas le seul à souffrir. Incapable de souffrir plus longtemps Théodecte, donc ça se rapporte au pronom je, qui est-ce qui est incapable de souffrir plus longtemps que Théodecte. Enfin, qui est incapable, qui est-ce qui est incapable de souffrir plus longtemps Théodecte, hein, pas plus longtemps que Théodecte, attention. Ça se rapporte, qui est-ce qui c'est je, c'est le jeu de la bruyère, c'est le pronom personnel je, la première personne singulier je, qui se rapporte à la bruyère. Mais, attention, il constate, donc il emploie une profession coordonnée, introduite par la conjonction de coordination et ceux qui le souffrent. Il souligne également, par la proposition subordinative qui le souffre, c'est important à ceux, que c'est pas le seul à souffrir. Il sait bien qu'il y a ceux qui assistent au repas, donc les convives, le maître, les autres courtisans, d'autres personnes qui en souffrent aussi, qui ne peuvent pas supporter. Hein. Quand on a vu il vaut mieux le laisser gagner, il vaut mieux le laisser diriger, l'INSEAD désobliger toute l'Assemblée, tous ces participes passés, toutes ces phrases simples ou complexes, souligne que ce serait, enfin, ça fait comprendre que ça suggère que ce serait une perte d'énergie effroyable de se disputer avec lui, de le contredire. Donc c'est pour ça qu'il faut le laisser régner en tant qu'enfant roi, entre guillemets, enfant gâté. Voilà, on en arrive maintenant à la conclusion. Donc je vais quand même en faire une, mais normalement là dans tout ce que j'ai dit à chaque fois dans tous les vocaux, enfin dans tous ces vidéos réalisées, quand je parle avec des détails, en fait, j'annonce un peu la conclusion. Parce que la conclusion, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a vu qu'à travers ce portrait, l'arrivée d'un personnage grotesque, assez bruyant, assez bavard, assez égoïste, égocentré, on peut tout décrire, tout au long du texte, décrit par la Bruyère avec précision et détail. On a constaté cela sur tous les moments, donc autant avant son arrivée, juste avant son arrivée, à son arrivée, à table, face à des gens, au moment de discuter, mais aussi après le repas, au moment de jouer, entre guillemets, donc, au moment de la soirée. Et on avait vu comment la Bruyère mettait en avant, enfin faisait le blâme un petit peu de son caractère, et qu'en plus, ce caractère était tellement puissant, mais d'un point de vue péjoratif, qu'il n'apporte même pas de morale. Voilà. Et en guise d'ouverture, nous pouvons nous demander est-ce que, dans un fragment suivant, la Bruyère va-t-il opérer une morale, ou alors quelle sera la suite du prochain caractère, etc. Est-ce qu'il y aura une remise en question de la part de la Bruyère? Est-ce qu'il va apporter une morale après, dans un des fragments? Est-ce qu'il va revenir sur ce caractère, ou est-ce que non, c'est le caractère le plus gros, ou... Quels seront les prochains caractères? Est-ce qu'il va y avoir une gradation des caractères? On passe d'Assis, le portrait d'avant, où il y avait des défauts, mais c'était corrigeable, la preuve étant que la Bruyère l'a fait. Là, on a un caractère où la Bruyère fuit, il peut même plus corriger, donc qu'est-ce que sera le prochain? Est-ce que ça va redescendre un peu et il va corriger le prochain caractère? Ou est-ce que le prochain caractère que nous allons voir dans le texte suivant, le texte 8, va être encore pire et il va à peine parler, et en fait il sera déjà parti, ou voilà. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va le remplacer? C'est des petites ouvertures assez originales que nous pourrions nous poser. Voilà, je vous remercie.